Bonjour Alain Juppé. Bonjour. C'est un livre événement, une histoire française, vos mémoires publiées chez Talandier. Et vous y racontez un parcours tout à fait incroyable, une histoire française. Je voudrais vous citer, vous dites au fond, j'ai pris le risque de la solitude dans toute ma carrière et au fond, arrivé à une forme de sagesse. Qu'est-ce que ce serait la sagesse dont vous parlez dans ce livre où vous dites au fond, contre les vitupérations d'une classe politique où la violence règne en maître? J'essaye d'aller un peu à contre-courant de l'ère du temps, en prônant la vertu de modération. Certains de mes maîtres à penser, comme Montesquieu, expliquent que monter aux extrêmes, c'est facile. C'est la tendance naturelle de tout être humain. On le voit aujourd'hui dans l'expression publique des extrémismes divers et variés. Rester maître de soi, garder son sang-froid, peser le pour et le contre, écouter le point de vue des autres, et puis, à un moment, se décider et agir, je crois que c'est la vertu dont on a besoin aujourd'hui et qui nous manque beaucoup dans le débat public. C'est d'espérer qui est difficile. Vous citez Charles Péguy, qui vous a toujours beaucoup influencé. Ça, c'est un autre message que j'essaye d'exprimer dans mon livre, c'est que je constate aujourd'hui une forme de trahison d'éclair, excusez cette expression, c'est-à-dire que nos intellectuels se complaisent dans le déclinisme, tout fout le camp, la France s'affaisse, le sortons de l'histoire, etc. Nous avons des défis formidables à relever, bien sûr, j'en ai parfaitement conscience, mais je pense qu'on peut y arriver. Et mon message, c'est celui, effectivement, de l'espérance. Je cite Charles Péguy dans un très beau poème, La tapisserie de Jeanne d'Arc, dans lequel il fait parler Dieu. Dieu dit, la foi, la charité, je comprends, mais l'espérance. Que ces pauvres êtres humains qui en prennent, pardon, c'est pas Péguy qui dit ça plein la gueule, ça me bluffe, dit Dieu, et c'est pour ça que la petite vertu d'espérance pour Dieu apparaît comme la vertu essentielle. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, et c'est le message que j'essaye d'adresser aux jeunes générations. Je le répète, les temps sont difficiles, le défi climatique, le défi migratoire, le défi aussi de l'intelligence artificielle, voilà des enjeux considérables qui sont devant nous. Mais si on le veut, si on se bat, si on garde confiance dans nos valeurs et dans notre attachement aux principes de la République, on peut arriver à relever ces défis. C'est ça que je voulais essayer de dire dans mon livre. Mais on a envie de vous dire, M. Juppé, mais comment espérer, au vu de l'actualité d'aujourd'hui, ce Proche-Orient qui explose, cette guerre en Israël, Gaza sous les bombes, des otages toujours retenus, des massacres commis par le Hamas, un mouvement terroriste qui semble avoir de l'influence auprès des Palestiniens aujourd'hui. Vous dites au fond, c'est une forme d'échec collectif pour la communauté internationale. Je dis surtout qu'il ne faut pas croire ceux qui nous expliquent que c'était mieux avant. Si vous jetez un regard sur le siècle précédent, vous allez vous rendre compte que l'histoire a toujours été tragique. Je ne vais pas faire le bilan des guerres mondiales, de la Shoah, des génocides, etc. du XXe siècle. Donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau confrontés devant un grand basculement finalement géopolitique par rapport à la situation d'il y a 20 ou 30 ans. Sur le Proche-Orient, c'est devenu aujourd'hui un enjeu de politique intérieure. Donc vous comprendrez que mon statut m'interdise de participer à ce débat. Je voudrais simplement dire deux choses sur la dimension internationale de ce conflit. D'abord, c'est qu'il y a eu toujours une constante dans la diplomatie française sous les présidents successifs, c'est de considérer que la sécurité d'Israël, sa légitimité, sa pérennité et son intégrité territoriale étaient pour nous un enjeu non négociable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu raison de condamner immédiatement l'attentat terroriste d'une sauvagerie, d'une barbarie inouïe qui a été perpétrée par le Hamas. Ça, c'est le premier point. Et là-dessus, je n'ai aucune espèce d'hésitation. Ensuite, il faut regarder plus loin. Si et quand Israël aura réussi à éradiquer le Hamas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Est-ce qu'on peut aujourd'hui redonner vie à cette idée qui était sur la table depuis des années et des années de deux États vivant l'un à côté de l'autre, sinon en bonne intelligence, du moins en paix et en respectant leur identité respective? C'est cela qui est aujourd'hui en jeu demain, et c'est ce à quoi il faut se poser la question. Est-ce que de chaque côté des deux partenaires, cette volonté existe encore? Et en quoi les grands acteurs de la vie politique internationale, les États-Unis, la France, l'Europe, peuvent-elles contribuer à faire émerger à nouveau cette solution? Mais au fond, vous diriez, comme Dominique de Villepin, lui aussi ancien Premier ministre, dans une déclaration assez fracassante il y a quelques jours, qu'il faut dialoguer avec tout le monde, y compris avec la Russie.
Écoutez, il faut bien sûr parler avec tout le monde sans pour autant trahir ses valeurs et ses principes. Quand la Russie agresse l'Ukraine, c'est peut-être pas le moment de se mettre autour de la table. Mais il faut toujours penser au coup suivant. Et le coup suivant, bien sûr, ce sera de retrouver avec ce grand pays qu'est la Russie, proche de nous, voisin de l'Europe, les voies d'un dialogue qui, pour l'instant, évidemment, était très difficile à mener. Oui. Jacques Chirac avait une image très forte auprès des populations arabes dans le monde, notamment lorsqu'il s'en était pris au service d'ordre israélien lors d'une visite à Jérusalem. Ça, c'est le passé. Je crois que le message que je viens de rappeler, à savoir soutien à la sécurité, à l'intégrité d'Israël, recherche d'une coexistence entre des peuples qui ont droit de vivre sur cette terre. Il y a quand même plusieurs millions de Palestiniens qui vivent à Gaza, comme ils peuvent aujourd'hui, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés. Il faut leur donner aussi une perspective. Donc ça, c'est le message que la France a toujours défendu et que Jacques Chirac a incarné dans les conditions que vous rappelez tout à l'heure, de grande popularité dans cette région. Alors, vous avez été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, notamment une fois en succédant à Michel Alliot-Marie au moment des printemps arabes. Vous dites dans ce livre, au fond, ma vision qui était optimiste, je le confesse aujourd'hui, était naïve sur les printemps arabes. Bon, écoutez, il suffit de regarder les choses en face et la réalité telle qu'elle est. C'est vrai que j'ai cru, au moment des printemps arabes, qu'il y avait peut-être une possibilité de voir, dans ces pays qui étaient souvent des théocraties, émerger une forme de démocratie. Bon. Ça a échoué partout. Là où nous sommes intervenus, en Libye, là où nous ne sommes pas intervenus, comme en Syrie, et puis même en Tunisie, qui est un pays qui est en train de dériver vers une forme de régime autoritaire. Donc voilà, cette grande espérance des printemps arabes a été déçue et a abouti à un fiasco général. C'est ce que je constate avec regret. Et vous savez, on voit aujourd'hui un grand basculement géopolitique. J'utilise cette expression tout à l'heure. Vous vous reportez à novembre 1989. J'étais à Berlin. Le mur s'effondre. L'URSS s'effondre. Fukuyama parle de la fin de l'histoire, la victoire définitive de la démocratie libérale et de l'économie de marché, la mondialisation heureuse, le multilatéralisme. 30 ans après, tout ça, totalement changé. Et nous assistons petit à petit à une espèce de rétrécissement géographique de l'ère des démocraties. Une institution internationale qui suit ça de très près a parlé récemment de la plus grande régression démocratique sur la planète depuis une trentaine d'années. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui et voilà pourquoi nous sommes confrontés à des défis tout à fait considérables. Alors face à ce défi, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on baisse les bras? Nous sommes en train de nous dire que nous ne sommes plus le centre du monde en Occident. C'est vrai. Nous l'avons cru longtemps. La France au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne au XIXe, les États-Unis au XXe. Nous ne sommes plus le centre du monde. Est-ce que ça veut dire que nous sommes voués à disparaître? Non. Nous avons des valeurs qui sont les nôtres. Même si elles ne sont pas partagées, nous devons les défendre. Et je serais tenté de dire qu'il faut passer d'une approche par le prosélytisme, comme nous avons essayé de le faire pendant des années, voire des siècles, la colonisation, et puis aussi les interventions militaires, à une stratégie de l'exemplarité. C'est en montrant qu'en démocratie, on est plus heureux que dans des régimes autoritaires, que nous arriverons à défendre nos valeurs. Oui, vous avez toujours défendu la position d'un islam tempéré en France, de sa compatibilité avec la République, mais à condition, disiez-vous déjà, il y a de nombreuses années, vous le rappelez dans ce livre, à condition que l'islam s'adapte, fasse cet effort. Oui, aujourd'hui, sur un sujet comme celui-là, comme il est difficile de faire passer un message à peu près équilibré. Qu'est-ce que j'ai dit récemment? J'ai dit, si on part du principe que l'islam n'a pas sa place en France, ça veut dire que 3 ou 4 millions de Français n'ont pas leur place en France. Et évidemment, on ne peut pas accepter cette position de principe. Ce serait la position de l'extrême droite que vous avez toujours combattue. En tout cas, c'est une position de rejet a priori. Moi, ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir une conception de l'islam contextualisé dans le monde d'aujourd'hui, pas la lecture littérale du Coran, mais quelque chose qui soit adapté au temps présent. Mais c'est aux responsables musulmans, et en particulier aux théologiens musulmans, de le dire et de s'exprimer en disant « oui, nous sommes prêts à respecter les valeurs de la République ». Et je crois qu'ils peuvent le faire. Vous voyez que ce n'est pas une déclaration islamophobe, tout au contraire. C'est une déclaration qui est prête à ouvrir la discussion avec les responsables du culte musulman pour arriver vers une charte de la laïcité où, comme on l'a fait avec l'Église catholique au début du XXe siècle,
eh bien les religions acceptent la primauté des lois républicaines dans l'espace public sur les engagements religieux. Voilà ce qui est ma position de toujours. Oui, il y a une loi qui est présentée au Sénat sur l'immigration. On ne va pas parler de cette loi directement, non, vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Mais néanmoins, M. Juppé, il y a de nombreuses années déjà, vous demandiez, lorsque vous étiez au RPR, en charge de l'organisation du parti notamment et de ses priorités, de décider qu'il fallait restreindre l'immigration, qu'il fallait lui mettre des conditions. Je ne m'engagerai pas sur ce sujet. Comme vous l'avez dit, il y a une loi sur l'immigration qui va être soumise au Parlement. Il est possible, je dirais même qu'elle est probable, qu'elle soit ensuite soumise au Conseil constitutionnel. Donc vous comprendrez que je ne m'exprime pas sur ce sujet ici et maintenant. Oui, mais ça a été longtemps mal compris. C'est-à-dire que vous avez pu être critiqué à droite. Oui. Alors aujourd'hui, les Français semblent vous donner raison, selon les sondages. Je ne veux pas m'engager dans ce débat pour la raison que je viens de vous dire. Oui. Monsieur Juppé, au fond, vous dites la France, l'Europe ne doivent pas considérer l'Afrique comme quelque chose qui est un risque. Je disais tout à l'heure que nous sommes confrontés à des défis formidables. J'ai parlé du défi environnemental, du défi migratoire. Quelle est la cause profonde de ces mouvements de migration? Peut-être le climat, on le verra de plus en plus, mais aussi des inégalités de développement qui sont devenues insupportables. Tant que de jeunes Africains ne trouveront pas du travail chez eux, ne trouveront pas des conditions de vie acceptables, ils prendront le risque de traverser le Sahel, puis la Méditerranée pour venir en Europe. Et donc c'est cela qu'il faut changer par une politique de partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour réduire ces inégalités de développement et faire en sorte que chacun réalise son propre rêve, c'est-à-dire de rester dans son pays, sur sa terre, dans sa famille, auprès de sien. Oui, mais vous dénoncez ce que vous qualifiez la politique woke, vous dénoncez la cancel culture, notamment concernant la France-Afrique. Ça, c'est autre chose. Moi, je pense que il faut regarder la réalité en face, mais arrêter de se battre la coulpe en permanence. Et surtout ne pas juger avec les valeurs d'aujourd'hui des actes qui ont été commis il y a plusieurs siècles auparavant. C'est absurde. C'est un manque de réalisme et d'intelligence. Oui, notamment sur le Rwanda, vous y consacrez un chapitre. Voilà, on mélange un petit peu tout. Oui, mais néanmoins, si sur cette fameuse cancel culture, Là, vous dites non, la France n'a pas été responsable du génocide. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la cancel culture. Là, c'est un élément historique. Je n'ai jamais accepté le procès qu'on a fait à la France d'avoir été complice de la préparation, voire de l'exécution du génocide au Rwanda. Parce que je pense que c'est une contre-vérité historique. Un rapport récent l'a établi, et c'est ça qui m'a permis de dire que les choses s'étaient apaisées de ce point de vue-là, s'agissant de la responsabilité de la France, bien sûr. Il n'en reste pas moins que le génocide a été quelque chose d'abominable. Quand je vous disais que le XXe siècle n'a pas été un siècle de tranquillité et de bonheur collectif, je pensais notamment à des événements comme celui-là, qui a été d'une tragédie épouvantable, avec 800 000 morts. Oui, ou encore l'ex-Yougoslavie. Vous dites dans ce livre, ça a été quelque chose de tragique, au plan personnel aussi, confronté à cette tragédie. Oui, parce que là, j'ai fait l'expérience, vous parliez de solitude tout à l'heure, de la solitude de la France, parfois. Au Rwanda, pour y revenir, nous étions seuls. Personne n'a accepté de s'engager pour essayer d'éviter ce qui s'est passé. Ni les États-Unis, ni l'Union africaine, ni les Belges, ni les Européens, ni l'ONU, ni personne. La France était seule. Et en ex-Yougoslavie, nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires européens, bien sûr, pour trouver une solution. Mais là aussi, nous étions face à une situation de relative impuissance, puisque l'intervention de l'ONU n'était pas une intervention efficace, si je puis dire. Il s'agissait simplement de regarder ce qui se passait, d'être les témoins de... Parce que François Mitterrand, dites-vous, ne voulait pas rajouter la guerre à la guerre. Et ça, vous n'étiez pas d'accord. Les choses ont évolué là-dessus. Les choses ont évolué. Le tournant de la crise yougoslave, ça a été l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir, qui a dit à un moment donné, à propos du pont de Verbiana en particulier, « Je ne laisserai plus tirer sur des soldats français, même s'ils ont un casque bleu, sans réagir ». Nous avons réagi et ça a été, je crois, un des tournants qui a permis d'arriver ensuite à l'accord de paix de Dayton et de Paris. Oui, peut-être aussi une trahison de Barack Obama sur la Syrie. Vous le dites aussi, parce que la fameuse ligne rouge sur les armes chimiques, finalement, il vous lâche.
Oui, absolument. Mais là-dessus, c'est aussi le fiasco de ce que j'ai dit sur les printemps arabes. Et quand on dit l'utilisation d'armes chimiques, c'est une ligne rouge qu'on ne laissera pas franchir, qu'on a la preuve que ces armes chimiques ont été utilisées et qu'on ne fait rien, à ce moment-là, évidemment, on laisse la voie libre à la fois aux dictateurs en place et puis à la Russie qui s'est empressée de reprendre position dans le Proche-Orient. Oui. Obama, vous dites, quelqu'un d'assez froid au plan personnel, une bonne stature, mais néanmoins pas fiable, au fond. Écoutez, je ne vais pas me porter un jugement sur la totalité des responsables internationaux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Voilà, chacun a assumé ses responsabilités comme il l'entendait. Et en tout cas, la France a essayé, à ce moment-là, de défendre ce qu'elle a toujours défendu, c'est-à-dire une certaine priorité aux droits de l'homme et à la défense des libertés fondamentales. Oui. Sur la Libye, vous dites aussi, je suis solidaire totalement des décisions qui ont été prises. Moi, je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. Quand le président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé cette intervention, il l'a fait en plein accord avec moi. Donc, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Il fallait le faire. Le résultat n'est pas celui que nous attendions, tout simplement parce que nous n'avons pas su accompagner les nouveaux dirigeants de la Libye dans la pacification du pays et dans la mise en place d'un régime démocratique. Après, les choses sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce livre, Alain Juppé, sur la politique aussi, parfois difficile. Bon, le détournement d'un avion algérien, vous dites au fond, vous intervenez pour résoudre finalement cette crise grave. Et au fond, le Premier ministre Édouard Balladur ne signale pas votre action comme ministre des Affaires étrangères, mais met en avant Charles Pasqua plutôt que vous. C'est pas très grave. Oui. Je renvoie à mon livre pour le détail de ces événements. Ce qui était très important, c'était d'éviter un massacre dans cet avion qui était immobilisé sur l'aéroport d'Alger et qu'il fallait faire revenir en France. Oui, mais des luttes politiques comme ça, vous citez par exemple François Bayrou, qui est ministre de l'Éducation nationale, donc vous lui dites en tant que Premier ministre, il faut travailler, il faut agir, il ne fait rien. Et il ne fait rien non plus pour l'union de la droite pour laquelle vous vous battez. Je n'ai pas dit qu'il ne faisait rien, j'ai dit qu'il avait été d'une extrême prudence. C'est pas tout à fait la même chose. Sur l'union de la droite, c'est vrai qu'il avait une position qui est toujours la sienne. Il était très hostile à la constitution de cette grande formation de la droite et du centre à laquelle j'ai contribué, qui s'appelait l'UMP, et qui a été d'ailleurs un des instruments de notre victoire aux élections présidentielles suivantes, y compris en 2007. Oui, mais quand il n'y a pas cette union, c'est l'échec. Moi, je pense que profondément, mais ça encore, ne m'entraînez pas sur le terrain de la vie politique nationale, qu'en dehors d'une large alliance de la droite et du centre, il n'y a pas de possibilité de victoire. À Bordeaux, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire et réussi pendant une bonne vingtaine d'années. Oui, le livre, je dis, est très personnel, Alain Juppé. Alors, il remonte à votre enfance. Oui. Il remonte aux Landes et vous aimez profondément cette région Mont-de-Marsan. Il remonte à vos parents, votre père, rigoureux, on va dire, mais gaulliste aussi, vous allez le devenir aussi. Et puis votre maman, pour qui vous, l'enfant, ne devait être que le premier de la classe, ne pouvait être que le meilleur. C'est ça qu'elle disait, votre mère. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse dans une petite ville, tranquille. À l'époque, on ne parlait pas d'insécurité, on ne parlait pas de drogue, donc c'était un milieu relativement protégé. Et puis, oui, c'est vrai, je le confesse, comme si c'était un péché, j'ai été un bon élève, et ma mère était tout à fait exigeante. Je dois beaucoup à ceux qui m'ont formé, à mes parents, mais aussi à mes enseignants. Et à Madame Dulon, par exemple. Beaucoup de mes professeurs, Madame Dulon, qui était mon institutrice. À l'époque, on ne parlait pas de CE1, CE2, etc. C'était la 9e, puis après la 8e, etc. Mes professeurs de lycée aussi, au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan, c'est eux qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu. Et j'ai tout un chapitre consacré à la méritocratie républicaine. Oui, parce que vous dites, au fond, oui, je voulais faire partie de cette élite. Et vous dites, aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça. Le mot d'élite, ça en le souffre aujourd'hui. Et pourtant, tout pays a besoin d'élite. Il a besoin d'élite sportive. Personne n'est choqué par le concept d'élite sportive, le meilleur, etc. On a besoin d'élite dans le journalisme, on a besoin d'élite dans la vie des entreprises, dans la vie politique, etc. Le problème, c'est de savoir comment se constitue l'élite. Est-ce que c'est par cooptation? Est-ce qu'elle est fermée dans un entre-soi? Ou est-ce qu'elle est ouverte avec ce qu'on appelle l'ascenseur social? Moi, je suis l'exemple de quelqu'un pour qui l'ascenseur social a fonctionné. Oui, mais quel travail! Non, mais au fond, vous dites aussi, il faut travailler, je pouvais avoir, et ça je vous cite, je pouvais avoir un sentiment de supériorité
supériorité qui peut virer parfois à un certain orgueil, une distance vis-à-vis d'autrui, inspirée par ma timidité naturelle. Bref, cette froideur qui m'a collé à la peau tout au long de ma vie publique. Oui, j'essaye d'aborder ce sujet. Bon, ça me faisait pas très plaisir d'entendre dire que j'étais froid. Alors, il y avait sans doute une part de vérité, si tant de gens l'ont dit. Et alors, j'essaie d'expliquer pourquoi. Je dis souvent que les Landais sont pas des Marseillais. Nous n'avons pas la même forme d'expansion vis-à-vis d'autrui. Je parle du pain des Landes, qui est droit et sec. Je parle de mon enfance, où j'étais le meilleur de la classe. J'avais beaucoup de copains que je vois encore aujourd'hui, mais enfin, ça crée une petite distance quand vous avez le prix d'excellence d'un bout à l'autre de votre scolarité. Voilà, mais je ne pense pas qu'au fond de moi-même, je sois quelqu'un de froid et d'insensible. Et à chaque fois que je faisais une émission de télévision, je ne sais pas si ça sera le cas aujourd'hui, le titre le lendemain dans la presse était « Juppé a fendu l'armure ». Alors j'ai fini par me dire que l'armure, elle était réduite en petits morceaux. À force de la fendre, non, mais vous avez parfois agacé, vous dire droit dans vos bottes, ou alors voilà, ou le meilleur d'entre nous. Mais il y a des cas où il vaut mieux être droit dans ses bottes que mou dans ses baskets, on s'en rend compte aujourd'hui. Hein. Oui, ou d'être qualifié du meilleur d'entre nous, ça c'est Jacques Chirac qui disait ça. Oui, ça c'était un compliment qui venait du cœur, de sa part, mais qui ne m'a pas toujours été très utile parce que ça excitait la jalousie de tous ceux qui pensaient qu'eux étaient les meilleurs d'entre nous. Ouais. Alors on découvre un gosse comme ça qui aime Charles Péguy, les Dalton, Tintin, une enfance qui écoute Mozart. Alors, je suis membre des Pélicans Noirs, c'est une association de tintinophiles. Et vous savez, Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et quand j'ai franchi la barre des 77 ans, l'année dernière, j'ai reçu une dispense vous avez le droit encore de lire Tintin, permettant de continuer à lire Tintin au-delà de 77 ans. Oui. L'âge, d'ailleurs, vous en parlez dans ce livre, Alain Juppé. Vous dites, au fond, il y a un moment où voilà, le corps, il est là, il me rappelle les choses. Et là, il y a une forme, vous dites aussi une forme d'abîme. Vous avez peur de la mort ou... Non, je ne parle pas d'abîme. D'abord, je dis que je n'ai pas peur de la mort parce que je ne sais pas très bien ce qu'est la mort et personne ne sait. Il paraît qu'il y a quelques expériences de gens qui sont revenus. Enfin, tout ça est marginal. En revanche, j'ai peur de la déchéance physique, oui, de la maladie, de la souffrance. Qui n'en a pas peur, évidemment. Mais c'est le destin naturel. Dans nos vies, il n'y a que très peu de certitudes. La mort en est une. Mais choisir sa mort, ou l'euthanasie, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Bon, ça aussi, c'est un sujet extraordinairement sensible, difficile, qui met en cause des convictions personnelles parfaitement respectables, dans un sens comme dans l'autre. Ce sera un sujet aussi de débat politique, donc à nouveau joker. Ah oui, mais même si c'est très personnel, là, pour le coup. Hein. Oui, parce qu'il est probable que le Conseil constitutionnel pourrait être saisi à un moment ou à un autre de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine. Donc vous comprendrez que je ne puisse pas être jugé parti. Oui, mais là, je m'adresse aux critiques cinématographiques du grelot. Oh là là, parce qu'on s'imagine quand même dans 60 ans en arrière. Oui, mais on découvre des choses de vous, Alain Juppé, qu'on ne connaissait pas. En fait, vous vous gorgez de films. J'adore le cinéma. Et vous devenez journaliste. Pratiquement au grelot, c'est un journal d'école. Nous avions créé avec quelques copains une association qui portait un nom un peu prétentieux, l'association des jeunesses littéraires et musicales montoises. Et nous avions un petit journal, le Grelot, dans lequel je tenais la rubrique cinématographique, c'est vrai, la rubrique de critique littéraire aussi, et j'écrivais de très mauvais poèmes sous un pseudonyme, Pierre Odilon ou Odalon, je ne sais plus très bien. Et puis nous organisions des manifestations. Notre titre de gloire a été la venue à Mont-de-Marsan de Jacques Brel, pour qui j'avais une très grande admiration et qui a accepté de venir chanter devant le public du théâtre municipal de Mont-de-Marsan. Donc vous croisez Jacques Brel? Vous lui parlez ce soir-là? On l'invite. À notre grande surprise, il accepte parce que nous étions une petite association d'étudiants totalement inconnus dans une ville qui n'était pas très connue non plus. Et il accepte. Donc, ça a été une c'est un grand souvenir, ça, Alain Juppé, parce que vous étiez fan. Bien sûr. C'était d'abord parce que j'aimais écouter Jacques Brel, ses chansons, et en plus parce que c'était pour nous, évidemment, la reconnaissance de l'action que nous avions entreprise. Oui, vous allez aimer Léo Ferré qui chante la chanson du mal-aimé. Léo Ferré, Montand, Jean Ferrat. Pas forcément des chanteurs, plutôt de gauche. Je suis de Montand. Oui, mais des chanteurs, on va dire, plutôt à gauche qu'à droite. Et puis Brassens. J'entendais récemment, ou je voyais récemment à la télévision, un petit documentaire sur la vie de Brassens, et on rappelait que le gorille a été interdit d'antenne à la télévision publique pendant des années, parce que c'était considéré comme une chanson obscène. Oui, ça, c'est pas votre truc. Vous dites d'ailleurs dans le livre, la liberté, ça a guidé toute votre carrière. Et vous dites aujourd'hui,
aujourd'hui, elle est menacée, la liberté. Oui, moi, si j'ai un message à exprimer dans ce livre, c'est cela, c'est l'amour de la liberté. L'amour de la France, d'abord, et l'amour de la France parce que c'est un pays de liberté. Quand vous regardez aujourd'hui sur la surface de la planète les endroits où on peut vivre vraiment libre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La France et l'Europe appartiennent à cette géographie-là, et pour moi, c'est tout à fait important. Et la liberté, ça se défend, parce qu'elle est, vous avez raison de le dire, menacée aujourd'hui. Elle est menacée par la crise de la démocratie représentative, on n'a pas le temps de l'analyser, mais c'est un fait. Elle est menacée par la montée des extrémismes de tous bords, religieux ou politiques. Elle est menacée par le développement incontrôlé de l'intelligence artificielle, qui est un truc formidable, qui va nous apporter des progrès gigantesques, mais aussi qui risque de nous mettre en tutelle de choses qui nous échappent. Et donc, il est très important de reprendre la main sur le développement de ces technologies. Donc, vous voyez que la liberté en démocratie, ça se défend. Ça se construit. Et aujourd'hui, c'est un peu le rôle qui est le nôtre au Conseil constitutionnel, puisque nous sommes les garants des droits et libertés fondamentales que la Constitution garantit aux Français. Oui, alors je continue, parce que c'est très intime parfois ce bouquin. Bon, c'est vrai que vous tombez un peu amoureux de Romy Schneider, vous allez voir Sissi impératrice. Non mais vous le racontez, donc c'est pour ça que c'était ma petite enfance, où j'ai pleuré devant les malheurs de Sissi. Oui, voilà. Et puis finalement, vous pleurez en écoutant la lettre à Élise de Beethoven, en écrivant des poèmes d'amour. Vous êtes très vite amoureux, vous aimez les femmes. Oui, je dis, ça a surpris d'ailleurs certains de vos confrères ou consoeurs que j'aime les femmes, j'aime la beauté de la femme, j'aime travailler avec des femmes, la forme d'intelligence de la femme. Et s'il y a un point pour lequel je suis d'une extrême vigilance, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pour moi quelque chose qui n'est là aussi pas négociable. Oui, alors donc votre première femme, vous êtes très jeune, il faut presque une dérogation pour vous marier, vous faites des enfants. Oui, je me suis marié, j'avais pas 20 ans, à l'époque la majorité était à 20 ans, et puis j'ai eu une première vie conjugale qui a duré plus de 20 ans et qui m'a laissé des souvenirs de bonheur tout à fait formidables. Et puis j'ai eu une deuxième vie dans laquelle j'ai aussi retrouvé le bonheur. Oui, oui. Et puis alors à chaque fois vous partez, vous allez notamment en Grèce, vous aimez ça, il y a quelque chose qui vous porte. Cet éloignement comme ça, vous voulez toujours être coupé de la vie publique, elle vous rattrape à chaque fois? Oui, je le dis souvent, moi je suis parfois un peu un solitaire. J'aime beaucoup ce petit livre d'un de vos confrères, Jean Birnbaum, qui s'appelle « Le courage de la nuance », où il fait la monographie d'un certain nombre de personnages, Albert Camus, Germaine Tillon, Hannah Arendt, Georges Bernanos, etc., Roland Barthes, dont il explique que c'était des hommes ou des femmes qui étaient très attachés à leur liberté personnelle et qui n'ont jamais constitué de réseau autour d'eux, qui n'avaient pas de royaume, qui sont restés un peu solitaires. J'ai un peu le sentiment d'être, sans me comparer à ces grands personnages, bien sûr, d'être un peu dans la même disposition d'esprit. Oui, mais alors là, vous êtes rattrapé, il y a mai 68, Raymond Aron. On a commémoré l'anniversaire, là. Et dites, au fond, je préfère encore aujourd'hui avoir raison avec Raymond Aron que tort avec Sartre. Oui, vous avez inversé la fameuse façon d'inverser, là. Au fond, oui. Oui, parce que mes maîtres à penser, ce sont des hommes pour qui... pour qui la liberté était un enjeu fondamental, qui était animé de la passion de la liberté. Ça commence par Montaigne, ça continue avec Montesquieu, deux Bordelais naturellement, et puis Tocqueville, et puis Aron, voilà. Et cet amour de la liberté qui est aujourd'hui au cœur des affrontements internationaux, en tout cas, parce que nous voyons un peu aujourd'hui, d'un côté, monter en puissance les régimes autoritaires, et décliner peut-être un peu les démocraties de liberté. Donc c'est aussi un enjeu géopolitique formidable. Oui, et puis la rencontre, au fond, déterminante de deux personnages. D'abord le général de Gaulle. Et donc vous défilez le 30 mai 68 sur les Champs-Élysées, et de Gaulle vous impressionne, et vous dites au fond, parce qu'à un moment vous dites, comment j'ai choisi d'être de droite? Vous auriez pu être de gauche, Alain Juppé? Je ne sais pas. Non, je pense que le clivage entre la droite et la gauche n'a pas complètement disparu. Nous n'avons pas la même histoire, les mêmes héros. Mes héros, c'est pas Marx ou Jaurès, même si Jaurès a écrit des textes magnifiques. C'est plutôt ceux que je viens de citer jusqu'à présent. Et de Gaulle. Je parlais de la liberté de Gaulle, c'est quand même la France libre.
dans un contexte historique très particulier, mais c'est la France libre. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une référence familiale d'abord, parce que mon père avait fait de la résistance et que donc il était gaulliste. Et puis ensuite, quand je suis arrivé un peu à la conscience politique, c'est aux alentours des années 58, le recours au général de Gaulle, donc ça a été pour moi toujours une référence majeure. Il faut être un peu fou pour quitter Bordeaux le 18 juin 1940, se retrouver à Londres et aller à la radio pour dire « je suis la France ». Il faut quand même avoir une disposition d'esprit un peu particulière, c'est celle du général. Et là, au fond, c'est ça qui vous donne l'envie de la politique. Vous dites, j'adore les campagnes électorales. Alors, vous allez en faire plein, vous allez être élu à Paris, Bordeaux, évidemment. Mais il y a quand même quelqu'un qui importe, et vous l'avez écrit, c'est Montchirac. Vous dites Montchirac. Et cette rencontre, Jacques Friedman, Jérôme Monod, qui vous font rencontrer Jacques Chirac, et ça va être un attachement réciproque que vous n'expliquez pas, parce qu'au fond, vous dites, on n'était pas proches intimement. Mais il y avait quelque chose entre nous. Oui, je l'explique dans mon livre. D'ailleurs, mon livre, Montchirac, est sous-titré « Une amitié singulière ». C'est vrai qu'il est assez rare qu'entre deux hommes politiques, l'un qui était président, moi qui ne l'étais pas, pendant autant d'années, pendant une trentaine d'années, perdure une confiance réciproque. Il avait confiance en moi, j'avais confiance en lui. Pourquoi ? Ça ne s'explique pas. C'est un peu l'alchimie. Sa personnalité m'avait séduit dès l'abord, cette espèce de force qui émanait de lui, une forme de sincérité, parfois matinée d'un peu d'habileté politicienne aussi, il en faut. Et puis quelques conditions, sa culture aussi, qui était assez différente de la mienne. Il avait une culture très ouverte sur le monde asiatique. Il était fasciné par Gengis Khan, par exemple, sur le monde précolombien aussi, ou sur le monde africain. Quand on visitait avec lui le musée du Quai Branly, il était capable de vous donner le lieu d'origine et la date de chacun des masques africains qui étaient devant lui. Donc il avait cette culture qu'il dissimulait d'ailleurs par une forme de coquetterie, alors qu'il avait, je répète, cette sensibilité très particulière. On en a retenu le sumo. mais vous racontez par exemple une anecdote, le soir de sa victoire à l'élection présidentielle, votre femme qui est enceinte est bousculée par la foule et elle est obligée d'aller s'allonger et vous êtes inquiet et Jacques Chirac interrompt, alors qu'il est en train de vivre un moment historique, il interrompt tout ce qui se passe pour aller à son chevet. Ça, c'était Chirac. Il avait une espèce de propension à s'intéresser aux autres, à autrui, en particulier de ceux qui étaient un peu dans la difficulté. C'est vrai qu'il est venu, je vais dire au chevet, heureusement ça n'était pas grave, d'Isabelle, ce qui m'a privé d'aller sur la place de la Concorde pour assister à son apothéose au moment de l'élection. Moi j'ai été témoin, parce que j'allais souvent dans son bureau à l'hôtel de ville, de coups de téléphone de Jacques Chirac, en l'absence de tout journaliste, de tout média, à des personnes en difficulté pour prendre des nouvelles, comment tu vas, etc. Et ça venait d'une espèce d'altruisme profond, de générosité profonde, qui était aussi une caractéristique de son tempérament, un peu gommé par l'aspect guerrier qui a été le sien pendant longtemps. Au début, c'était quand même le bulldozer qui luttait contre la coalition socialo-communiste dans les années 70. Ça a changé après, lorsqu'il a pris de la bouteille, il a acquis une espèce de sagesse qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu classique en politique, quand vous êtes mort, vous devenez populaire en général. Mais qu'il apparaît quand même comme une forme de père de la nation. Oui. Et puis alors, un autre moment où il est près de vous, c'est lorsque vous allez être jugé et condamné parce que le RPR avait employé des personnes qui étaient payées par la mairie de Paris, une condamnation qui a été jugée d'ailleurs par certains comme disproportionnée et injuste. Et vous dites, au fond, il vient auprès de vous dans un moment terrible pour vous, pour chasser vos idées noires. Il est là, Jacques Chirac. Bien sûr, quand j'ai dit une amitié qui ne s'est pas démentie, une confiance réciproque, ça a été très important pour moi quand j'ai subi cette épreuve terrible en première instance, qui m'a rendu mon honneur en seconde instance, puisque la Cour d'appel a écrit noir sur blanc que je n'avais pas mis un centime dans ma poche et que je ne devais pas être le bouc émissaire de mon parti. Mais Jacques Chirac était là, à mes côtés, pour me soutenir. Sa présence était importante, celle d'Isabelle aussi. Oui. Et puis alors, il y a tout ce qui se passe, évidemment, il y a Balladur, il y a la cohabitation, il y a toutes ces difficultés. Il y a François Mitterrand aussi qui apparaît dans ce livre. D'ailleurs, il vous dit à un moment donné, François Mitterrand, il vous prend à part, il vous dit, en gros, très franchement, ça paraît d'ailleurs surréaliste, ce dialogue, il dit, au fond, Alain Juppé, je ne vous aime pas. Il vous dit ça au début.
Il m'a pas dit, je vous aime pas, il m'a dit, j'étais pas très chaud pour vous nommer ministre des Affaires étrangères parce que je vous ai toujours trouvé sectaire. Et je lui réponds, mais vous savez, Monsieur le Président, j'ai été chef de parti, vous l'avez été aussi, et vous savez que ça ne porte pas à la subtilité, qu'il faut parfois être un petit peu brut de décoffrage. Alors il a ri, et après, sans du tout renoncer à nos convictions réciproques, qui n'étaient pas les mêmes, bien sûr, et le choix politique, on s'est bien entendu, on a trouvé... vous étiez chargé un peu de rabibocher pendant la cohabitation qui était très difficile. Non, je ne dirais pas que j'étais chargé de rabibocher, puisque la politique étrangère était quand même un peu à l'écart de la compétition politique intérieure. Donc c'était un statut un peu particulier. Mais sur des questions comme le Rwanda, comme l'ex-Yougoslavie, comme d'autres dossiers, nous avons travaillé ensemble, je vais dire en confiance, peut-être pas le mot exact, mais en tout cas en transparence. Oui. Puis il y a les moments très intimes, au moment qu'il est malade. Oui. Et vous racontez, après un sommet de la francophonie à l'île Maurice, où il s'appuie sur votre bras. Ça, c'est un souvenir. C'était au Yémen. Nous avions fait une escale au Yémen et on allait visiter dans ces magnifiques immeubles de Sanaa. Vous savez, il monte les escaliers, il était très fatigué, il s'appuie sur mon bras. Voilà, ça crée forcément une relation un peu humaine, quels que soient les enjeux politiques par ailleurs. Et vous le voyez s'allonger. Alors, ce qu'il reçoit, il continue de travailler éperdument au fond jusqu'au bout. Il a gardé, de mon point de vue, sa lucidité intellectuelle et son agilité intellectuelle intacte tout au long de son mandat, mais physiquement, il était très diminué, bien sûr. Oui. Il vous dit très vite, moi, ça sera Jacques Chirac et pas Balladur que je soutiendrai. Il n'a pas dit comme ça. Il vous le dit. Enfin, c'était transparent. Oui, c'était transparent, mais c'était évident. C'était évident. Oui. Mais il vous dit aussi, tenez-vous prêts. Il s'adresse alors à vous. Oui, j'ai gardé cette phrase qui n'a pas été totalement prémonitoire, puisque je ne suis pas arrivé au bout de mes ambitions, mais c'était en 1995, quelque temps avant l'élection présidentielle, près de sa résidence de Latch, qui est tout près de la mienne, à Osgore. Nous nous étions rencontrés à l'occasion d'un déjeuner, et après le déjeuner, on discute pendant une bonne heure, et c'est là qu'il me dit après Chirac, tenez-vous prêts. Voilà. Oui. Alors, je me suis tenu prêt, mais ça n'a pas suffi. Oui, alors vous racontez cette fameuse candidature à la primaire, et vous décrivez, je suis à ce moment-là candidat à la primaire pour être président de la République, et vous dites au fond, je suis en train de lire ce que je suis en train d'écrire, et je me demande si c'est vrai. Comment j'ai pu faire ça ? Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir écrit cela. Non, c'était pour moi le point d'aboutissement logique. J'avais exercé en politique toutes sortes de responsabilités, chef de parti, ministre des Affaires étrangères, des budgets, Premier ministre, etc. Donc voilà, le chemin me conduisait, pensais-je, tout naturellement, à briguer la fonction suprême, c'est-à-dire l'Élysée. Bon, voilà, j'ai essayé. Je garde de ma campagne de la primaire un souvenir magnifique, parce que j'ai sillonné la totalité des départements français, y compris Outre-mer, avec une ambiance qui était très chaleureuse et même très joyeuse. Les jeunes avec Juppé m'ont accompagné avec beaucoup d'enthousiasme. Ça n'a pas marché, je ne vais pas me morfondre alors vous dites jusqu'à la fin de mes jours. Vous dites, je ne suis pas un plan B. Bon, ça, on se souvient de la formule. C'est qu'à un moment donné, on vient vous chercher quand c'était trop tard, oui, bien tout sûr. ça était trop tard. C'était trop tard. Oui. Parce que la primaire avait fonctionné. La primaire avait permis de dégager un candidat qui, au mois de décembre, je cherche les dates, 2016, était le candidat soutenu par tout le monde. Il s'agissait de François Fillon, soutenu par Sarkozy, soutenu par moi, etc. Si les choses se sont détraquées, c'est pas à cause de la primaire, c'est à cause de ce qui s'est passé après et de la mise en cause de François Fillon pour les raisons que l'on sait. Voilà. Alors à un moment donné, ça a été un peu la panique dans le camp de la droite, en se disant on va se planter, donc il faut trouver un candidat de substitution. Et j'ai pensé qu'il était trop tard, parce qu'il était trop tard pour rassembler les forces politiques qui s'étaient divisées. Mais en même temps, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le fameux thème de l'identité heureuse, que vous dites qu'il n'a pas été compris, mais vous vous accrochez à ça encore aujourd'hui. Vous dites, au fond, la France aurait besoin de quelque chose qui la galvanise. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité heureuse ? Il y a identité. Moi, j'aime la France. Je suis attaché à son histoire, à sa terre, à ses paysages, à son patrimoine matériel et immatériel. C'est un pays formidable, la France. C'est le pays des merveilles. Donc j'aime la France et donc je tiens à ce qu'elle reste ce qu'elle est tout au long de son histoire. Mais en même temps, briguant la fonction suprême, je me vois mal dire aux Français on va être malheureux ensemble.
Ce que je voulais leur dire, c'était certes, on a des défis formidables, je les ai rappelés tout à l'heure à relever, mais on va y arriver. Hein, si on se serre les coudes, si on a la volonté de réussir, si on cultive la vertu d'espérance dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, l'avenir peut être heureux. Et c'était ça l'identité heureuse. Ça n'a pas été compris parce qu'on a dit oh, Juppé est naïf, il sous-estime les difficultés d'un certain nombre de Français, comme si je les sous-estimais. J'ai été élu pendant 12 ans du 18e arrondissement de Paris. Alors, il y a la place du Tertre avec des administrés qui étaient Dalida, Anouk Aimé, etc., Michel Morgan, mais il y a aussi la Goutte d'Or, hein, dans laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans et c'était pas facile. Hein. Donc j'étais parfaitement conscient des difficultés de la société française. Mais je ne me voyais pas délivrant un message de résignation. C'est ça aujourd'hui que je mets en cause. Cette espèce d'auto-flagellation permanente de la France. Tout fout le camp, tout va mal, tout s'affaisse. Il y a des problèmes, mais on va s'en sortir. Et c'est ça que je veux essayer de faire partager à mes jeunes auditoires, tout particulièrement quand je vais dans des universités. Oui, et à un moment, quand vous partez au Québec, et là, au fond, vous retrouvez l'anonymat, et là, le Alain Juppé, intime, anonyme, je le disais, donc amoureux de sa langue, amoureux de la culture française, au fond se retrouve avec ses propres racines. Et vous aviez besoin de ça. Oui, parce qu'on a retrouvé une vie familiale très très riche, avec ma femme, nos enfants, etc. Et j'étais un peu plus libre que lorsque j'étais maire de Bordeaux, où là, on est sur le front 24 heures sur 24. Mais merci de me parler du Québec, parce que ça me permet de cultiver une de mes marottes, qui est le déclin aujourd'hui de la langue française. Nous laissons pourrir notre langue matin, midi et soir par l'invasion de mots anglais. Moi, j'ai rien contre l'anglais. Il faut être bilingue. Je ne le suis pas tout à fait, et je le regrette. Mes enfants le sont presque, et tant mieux. Il faut connaître l'anglais pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand on parle français, diable, parlons français, et pas une espèce de salmigondis entre les deux. Et je pourrais citer des tas d'exemples dans la publicité, y compris sur beaucoup de chaînes de télévision, sauf TV5. Oui, mais Alain Juppé, le dernier mot du livre, les derniers mots du livre, c'est « la chance d'être français ». Oui, c'est une chance. Au fond, c'est le message fondamental de votre vie, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est de dire que la France est un pays, j'ai dit le pays des merveilles, mais il y a un signe qui ne manque pas d'ailleurs. Quand les Français vont à l'étranger, qui sont malades par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent très vite à la mère patrie pour se faire soigner. Je pourrais citer d'autres exemples. Donc les Français aiment la France, bien sûr, même si la vilipendent du matin au soir. Mais nous avons un peuple curieux. En tête ce sondage récent, on demande aux Français, vous, est-ce que vous êtes personnellement bien dans votre peau et heureux? Réponse oui à 70%. Et est-ce que la France va bien? Non, à 75%. Il y a cette espèce de décalage entre des Français, pas tous, hein. Il y a des Français qui sont malheureux, hein, et qui sont même parfois dans la misère. Mais globalement, un peuple qui vit bien. Et puis cette représentation collective que nous avons du pays, qui est un pays où tout fout le camp, où tout va mal. Et c'est ça contre quoi j'essaye de lutter. Non pas pour tomber dans la naïveté, il faut rester réaliste, mais pour se donner la force de se battre, tout simplement, de résister et de construire quelque chose de positif entre nous. Oui, le général de Gaulle aimait parler à la France comme on parle presque à une femme. Il l'a représentée. C'était pour lui un être de chair, la incroyable. France, bien sûr. Vous diriez-vous, Alain Juppé, oui, vous avez aimé passionnément les Français? Oui, j'aime la France et les Français. Et voilà, même si j'étais en exil au Québec, je suis revenu à Bordeaux, qui était aussi ma ville d'élection dans tous les sens du terme. Oui, et vous dites d'ailleurs aussi, au fond, je me dis, ça valait le coup. Tout ça, ça valait le coup. De vivre ce que j'ai vécu? Oui, bien sûr. Je crois que j'ai une vie dense, j'allais dire riche. Le mot est toujours ambigu. Mais riche en événements, en rencontres, en réalisations. Parfois un échec aussi, c'est vrai, il y a eu des échecs et des succès, mais bon, est-ce que si c'était à refaire, je le referais? J'en sais rien, parce qu'il y a une part de hasard aussi dans la façon dont vous vivez. Ma rencontre avec Chirac est un hasard. Hein. Peut-être que si elle n'avait pas eu lieu, j'aurais pris un chemin tout à fait différent. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire, et surtout, ce qui me fait un peu chaud au cœur, c'est que j'ai l'impression, pendant toute cette vie, de ne pas avoir trahi ce à quoi je crois fondamentalement, c'est-à-dire le respect de la dignité de la personne humaine. Merci beaucoup, Alain Juppé. Ça s'appelle Une histoire française. Son vieux mémoire publié chez Talandier, et c'est absolument incroyable de lire ce livre, si personnel aussi, et au fond, si universel, parce qu'il parle de vous, de vos engagements, de la France, de votre culture. Merci, Alain Juppé, d'avoir été notre invité. Merci à vous.